Et il est 8h16 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Antoine Kiefer. Il est responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan. Il est avec nous pour commenter l'actualité en ce lundi matin. Bonjour, merci. Bonjour. D'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous allons parler donc effectivement de l'actualité politique qui a été marquée toute cette fin de semaine dernière par la situation en Ukraine et par ce clash, comme on pourrait le qualifier de façon un peu triviale, entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Clash qui a des conséquences, puisqu'on a vu le sommet de Londres sur l'Ukraine qui s'est tenu à Londres, évidemment, et qui a réuni les principaux dirigeants européens pour essayer de parer à une situation assez inédite. Justement, ce côté inédit de la situation n'est pas rassurant, on pourrait le dire comme ça. Non, il n'est pas rassurant parce que la situation perdure depuis un certain temps. Volodymyr Zelensky n'a pas les outils pour pouvoir visiblement arrêter ce conflit. Donc il s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer le nouveau président des États-Unis. Et cet échange s'est mal passé parce que voilà, j'ai pas trop de difficultés en anglais, donc j'ai regardé l'échange en anglais et ce que j'ai pu constater, c'est que Monsieur Zelensky ne défendait pas forcément son peuple dans la situation dramatique dans laquelle il est, avec tous ces morts. Il était en opposition frontale avec le président en lui reprochant des choses qu'il n'avait lui-même pas commis, puisqu'il n'était pas en exercice à ce moment-là. Donc effectivement, ça a tendu l'atmosphère, et il y a eu effectivement un échange qui normalement se fait en off, dans des négociations, où on a même vu la diplomate de M. Zelensky se tenir la tête et se cacher les yeux tellement elle était mal à l'aise, ce qui est compréhensible. Donc effectivement, ça donne une tension, une non-avancée supplémentaire, ce qui est dramatique évidemment pour les Ukrainiens. Et on a effectivement l'Union européenne qui essaie de prendre la main. On le voit avec Madame von der Leyen. On a le sentiment que l'Union européenne essaie d'éteindre un incendie. En tout cas, oui, essaie d'éteindre un incendie, mais on peut dire qu'après les prises de position qui ont été celles aussi d'Emmanuel Macron au fil des mois, au fil des années, qui n'était pas forcément une position apaisante à l'égard de la situation actuelle. On ne peut pas confier la responsabilité pour régler ce conflit à Madame von der Leyen, qui n'a aucune légitimité démocratique, et encore une fois, ces gens qui ne sont pas élus et qui ont affaibli les pays d'Europe au sein de cette structure de l'Union européenne. Je pense que effectivement, la situation peut se régler par la diplomatie, par des pays au sein de l'Union européenne, des pays qui sont forts comme la France, mais on peut le constater, la diplomatie française est tombée bien bas ces dernières années, surtout sous le quinquennat Macron. Donc la voix de la France n'est pas forcément entendue aujourd'hui, surtout avec la bipolarité politique en réalité des prises de position qu'a Emmanuel Macron et ses différents gouvernements. Voilà, le fameux en même temps du président de la République, avec, j'allais presque dire, une nouvelle inquiétude ou une polémique qui commence à se faire jour. D'ailleurs, ça va sans doute faire de belles empoignades cet après-midi à l'Assemblée nationale, puisque le président Emmanuel Macron a proposé qu'il y ait un partage de la force de dissuasion française au niveau européen. Ça voudrait donc dire avoir quand même plusieurs conséquences
conséquences. On peut imaginer aussi le partage de notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que c'est dangereux là aussi? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous estimez, vous, que c'est dangereux? Alors j'imagine qu'au Rassemblement national, on a entendu Marine Le Pen s'exprimer. Elle est tout à fait contre l'idée d'un partage de cette force de dissuasion. Est-ce que c'est dangereux là aussi de jouer avec la force nucléaire? Est-ce que vous donneriez, vous, un pistolet à des fous qui ont affaibli nos pays et notre situation politique et économique et diplomatique? Ces gens-là ne sont pas élus, et quand on voit les prises de décision qu'ils ont au Conseil, au sein de l'Union européenne, il y a de quoi s'inquiéter. Les Français sont majoritairement opposés à cela. C'est quelque chose que nous avons mérité parce que nous avons notre passé, notre histoire, et je pense que tout ça doit être respecté. Ça voudrait dire qu'on fait une entaille dans la souveraineté voulue par le général de Gaulle en son temps, avec cette force de dissuasion. Alors, qu'y a-t-il de gaulliste là-dedans? Où est la souveraineté de la France? Où est la diplomatie française? Je pense que chaque pays a des intérêts différents, divergents. Certains peuvent être convergents aussi, mais on ne peut pas confier les clés de la dissuasion nucléaire ou notre siège non plus à Madame von der Leyen, qui encore une fois n'est pas élue. Elle est nommée et elle déciderait à la place de tous les États européens de ce qu'il adviendrait de la situation. Non. Non, ça, c'est pas possible. Avec aussi une réserve des militaires, qui ne peuvent pas s'exprimer, si ce n'est sous le sceau du off, comme l'on dit dans nos métiers. Mais là, il y a aussi une réserve, c'est-à-dire qui commande la force nucléaire à partir de ce moment-là? Est-ce que c'est toujours le président de la République française ou est-ce qu'il y a une décision supranationale? Oui, mais tout ça est flou. En réalité, ils parlent de ça. Ils évoquent le sujet, ils balancent l'idée en l'air, elle retombe par terre. Mais ces gens-là ne sont pas sérieux. Je pense que la situation pourrait se régler, effectivement, avec des pays qui ont un poids conséquent dans le concert des nations, comme la France, comme l'Allemagne, l'Italie, d'autres pays. Mais mettre en commun des armes de défense ou de dissuasion entre les mains de personnes qui ont affaibli tout un continent économiquement, diplomatiquement et dans tous les domaines, je pense que c'est complètement fou. Alors, on entend aussi cette petite musique depuis un certain temps, c'est une forme de commandement intégré, une espèce d'OTAN bis en fait pour l'Union européenne, pour se protéger dans l'hypothèse où le président américain déciderait de nous tourner le dos et de nous laisser nous débrouiller tout seuls en matière de défense. Est-ce que c'est quelque chose de possible en imaginant qu'il y ait une coopération entre les différents pays européens ? À part les frontières européennes, la défense des frontières européennes, je ne vois pas ce qu'on peut mettre en commun en termes de défense et de militaire et une coopération, on peut imaginer. Coopération militaire. Moi, je pense que les intérêts de l'Allemagne ne sont pas les mêmes que ceux de la France, ne sont pas les mêmes que ceux de l'Italie, sur de nombreux points. Est-ce que nous avons les mêmes relations avec la Turquie que l'Allemagne l'a avec la Turquie? Je ne pense pas. Si demain il y a un conflit avec la Turquie, comment faire? Eh oui. Qui décide? Madame von der Leyen avec les intérêts allemands ou Emmanuel Macron qui pousse avec les intérêts français? Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que vous voyez, à un moment donné, on ne peut pas tout partager. Il y a des différences. On peut coopérer entre les nations, mais on ne peut pas tout partager à un point, évidemment, où dans une situation comme celle-ci, que je viens de décrire, on arriverait peut-être à un stand-by, c'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être aucune décision, un retard de décision, et puis inévitablement, l'ennemi en question prendrait le dessus. Donc pour une efficacité vraiment efficiente, je pense qu'il faut que les États
qui ont une force militaire se réarment. Évidemment, déjà, pour certains pays comme la France, mettre des moyens uniquement pour faire fonctionner leur matériel, que les munitions soient suffisantes pour pouvoir durer plus que 3 jours, comme c'était décrit à un certain moment, avec une intensité de feu équivalente à une guerre. Donc, non, je pense que cette situation peut se régler avec une diplomatie forte, mais des États indépendants. Il faut reprendre langue avec les pays. Alors, on imagine évidemment Vladimir Poutine, c'est très compliqué, la diplomatie avec la Russie. On peut imaginer aussi reprendre langue avec Donald Trump. On dit que le président de la République française l'a appelé, Emmanuel Macron, pour essayer d'apaiser les choses. On a un allié finalement qui n'est peut-être plus tout à fait notre ami. Là aussi, il y a une recomposition géopolitique. On voit quand même les États-Unis, et c'est assez notoire pour le signaler, qui se rapprochent de Vladimir Poutine. On voit aussi quand même l'intérêt commercial. On l'a vu avec Donald Trump en disant un peu trivialement à Zelensky, voilà, tu me donnes tes richesses et j'essaie d'arrêter la guerre en parlant avec Vladimir Poutine. Voilà, c'est un petit peu trivial, mais on sent que c'est un peu ce type de négociation. Et comment nous, on peut peser l'Europe, peut-être la France, dans ce genre de négociation? Est-ce qu'on pèse déjà? Dans une diplomatie, il y a des négociations, toujours. Il y a toujours les intérêts des uns avec les intérêts des autres. Y aurait-il eu le plan Marshall à l'époque, s'il n'y avait pas eu forcément de négociations aussi, vous voyez? C'est quelque chose qui va dans les deux sens. Alors effectivement, Donald Trump est intelligent sur ce point-là. Il a envie de défendre les intérêts de ses compatriotes, et donc il tente un point de deal économique. Est-ce que le point de deal économique ne vaut pas l'arrêt de la guerre et le cessez-le-feu? Voilà, après c'est aux dirigeants de l'Ukraine de le décider. Ce n'est pas à nous. C'est une discussion qu'il y a entre ces deux pays. La diplomatie, c'est un échange, c'est un échange sur des points économiques, des stratégies. C'est une force aussi entre les États que la France a abandonné. On peut prendre l'exemple de l'Algérie. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous me devancez. Antoine Kiefer, sur la notion de négociation, il y a effectivement ce qui se passe entre la France et l'Algérie avec l'incarcération de Boualem Sansal, malade, âgé, que l'Algérie ne veut pas relâcher, et ce problème de récupération des OQTF qui ont commis des délits sur le territoire français, que l'Algérie ne veut pas récupérer. On a vu le Premier ministre François Bayrou, alors j'allais presque dire taper du poing sur la table, mais sans trop aller vite non plus, en disant voilà, on va laisser 6 semaines à l'Algérie pour qu'on puisse discuter. Peut-être qu'au bout de ces 6 semaines, s'il n'y a pas d'accord, on pourrait revoir justement les accords de 1968 entre la France et l'Algérie. Est-ce que vous trouvez que c'est trop long? Est-ce que vous trouvez que finalement on n'est pas assez coercitif, ou que là aussi on ne fait pas preuve d'une grande diplomatie? On voit qu'il n'y a pas de rigueur, on voit que la diplomatie est à plat, on ne sait même pas quelle est la position, puisqu'on a un ministre de l'Intérieur qui montre les muscles, qui parle fort, et puis de l'autre côté, on a le président qui, quelques jours après, le désapprouve. Qui a raison? Qui va faire quoi? Quelle est la position de la France? Comment va-t-elle se faire respecter face aussi à certaines positions de l'Algérie? On peut être contentieux finalement de la guerre d'Algérie, si on veut, cette fameuse dette mémorielle dont on parle tant. Il y a eu des accords. C'était ceux de l'époque. Aujourd'hui, évidemment, si les relations étaient cordiales, avec tout qui se passerait évidemment dans le meilleur des mondes, personne ne remettrait non plus en cause ces accords, parce que voilà, ce sont des accords qui ont été faits à cette époque-là, et puis c'était peut-être une amitié,
voilà, une diplomatie amicale, mais une forme d'apaisement aussi, après la guerre d'Algérie. Mais là, actuellement, vu l'attitude de ce pays, de ce gouvernement, il est évident qu'il faut une réponse de la France. La France, les Français doivent se faire respecter, et ça n'est pas avec la position, je pense, que Emmanuel Macron a pris, que nous allons nous faire respecter, nous allons nous faire marcher dessus, encore. Il y a une crainte finalement du gouvernement d'une explosion, par exemple, dans les banlieues, d'une explosion sociale de la part des Algériens ici en France, si il y avait des mesures coercitives de prise vis-à-vis de l'Algérie. En réalité, on peut prendre tous les sujets, je pense qu'ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout, ils ont peur de prendre une décision sur tel sujet parce que, vous vous rendez compte, la notoriété, oulala, attention, les prochaines élections, ou alors, attention, pas de vague dans le domaine de l'enseignement, ou alors dans le domaine aussi de la diplomatie, voilà, on va pas forcément froisser un tel ou un tel. Ces gens-là ont peur, n'ont pas beaucoup de courage, et en réalité, ce qui en découle, c'est le déclin de la France et l'empêtrement dans une situation économique, diplomatique, sécuritaire qui est absolument dramatique. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français souhaitent des décisions fortes, fermes, prises par des hommes courageux, et malheureusement, ça n'est pas le cas. Justement, cette fermeté, ça peut être ce qu'incarnerait demain le Rassemblement national s'il venait à être élu en 2027. Alors je dis il parce que sera-ce Marine Le Pen, sera-ce Jordan Bardella, l'histoire nous le dira. Il y a encore cette menace qui pèse sur Marine Le Pen, une menace judiciaire évidemment qui pèse sur Marine Le Pen. Et pourtant on voit, aujourd'hui on a vu ces images au Salon de l'Agriculture d'une Marine Le Pen accueillie en rockstar, si vous me permettez le terme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité ici en France ? On entend beaucoup de commentaires autour du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité réellement ? Est-ce que finalement la France bascule à droite, si vous me permettez ? Je pense que le Rassemblement national est profondément de France, défend les intérêts des Français. De droite, de gauche, en réalité, les gens s'y retrouvent, puisqu'il s'agit de leurs intérêts. Et les Français, comme j'ai pu le dire au fil des mois, au fil des années, nous perçoivent tels que nous sommes et comprennent les propositions qui sont réellement les nôtres, pas les caricatures qui sont faites de nous. La page Jean-Marie Le Pen est tournée finalement, selon vous, dans les mentalités ? Oui, je pense que il est là où il est actuellement et je pense que les Français passent aussi à autre chose. Je pense qu'ils sont prêts, on le voit, alors les sondages ne sont que des sondages, mais on le voit progressivement semaine après semaine, mois après mois, que les Français sont prêts à mettre le Rassemblement national au pouvoir, parce qu'il s'agit encore une fois de défendre leurs intérêts, leur vie concrète au jour le jour, mais aussi une vision d'avenir sur une décennie ou plusieurs décennies. Qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la santé, de la sécurité, de la prospérité. Les gens comprennent en réalité que le projet qui est le nôtre est construit, est lié de sujet en sujet pour pouvoir redresser la France. Et avec courage et fermeté. Avec une crainte, on l'entend aussi quand on discute un petit peu sur les marchés, quand on tend le micro vers les auditrices, vers les auditeurs, d'un affrontement en 2027 entre le Rassemblement national et les partis de gauche, alors peut-être l'Union de la gauche. On voit que c'est très tendu aujourd'hui. On voit même que dans certaines circonstances, il y a des agressions de part et d'autre du reste. Comment essayer d'apaiser si demain le Rassemblement national arrive au pouvoir? Est-ce que le pays va être ingouvernable? Est-ce qu'on va aller vers le chaos? Ou est-ce que là aussi il faudra faire preuve de fermeté pour calmer les esprits? C'est la seule petite peur qu'ils peuvent encore agiter. En réalité, c'est l'affrontement de rue, mais en réalité qui est là tous les jours déjà. On parle de la fac de Rennes.
avec ces factieux qui tabassent les étudiants pour éviter de les faire rentrer dans l'amphi et étudier. Juste étudier. Alors, Ils se font tabasser. il s'agit de deux jeunes étudiants qui appartiennent à l'UNI, qui ont été agressés en marge d'une manifestation de la France insoumise et de différents groupes. Voilà, et des jeunes gens qui voulaient entrer pour étudier. Alors, ils étaient de l'UNI, mais en réalité, toutes les autres formations politiques, enfin, en réalité, tous les jeunes qui étudient, qui ont une sensibilité différente du Rassemblement national et qui ne sont pas forcément d'extrême gauche, sont outrés, sont atterrés de cette situation. En réalité, ce sont des factieux qui décident de qui a le droit d'étudier au sein de l'amphithéâtre. C'est hallucinant. Là aussi, il y a un réel danger j'allais dire, de dérapage, de violence exacerbée. Mais la violence est au quotidien partout. En réalité, je parlais avec une amie il y a quelques jours. Ses enfants, son enfant et les amis de ses enfants sont fait agresser à la gare de Saint-Brieuc. Ah, elle m'a dit, oui, tu sais, on va aller quand même à la gendarmerie parce que même s'il n'y a pas forcément de suite, il faut que ce soit pris en compte. Oui. Donc c'était évidemment des hommes, visiblement, d'après ce qu'elle faisait comme description, de nationalité étrangère, et qui ont agressé ces jeunes gens, détroussé ces jeunes gens, et même dont ils sont partis avec ses baskets. Je lui ai demandé mais ses baskets qu'il avait dans le sac. Non, ils ont enlevé ses baskets à ses pieds et rentré pieds nus le gamin. Et ces jeunes gens, ces jeunes hommes sont partis après ensuite bien calculés, c'est-à-dire qu'ils ont pris en compte l'agression avec l'horaire du train. Ils sont partis dans le train pour partir dans une autre gare et pas se faire attraper. Vous voyez, cette situation de délinquance et d'insécurité est partout, au quotidien, en permanence. Qu'il s'agisse des grandes villes, des villes moyennes, de la campagne, de l'université, partout en réalité. Il y a une insécurité. Il y a deux insécurités. Il y a l'insécurité politique et puis l'insécurité due à la délinquance. De tout. Il y a l'insécurité économique, il y a l'insécurité due à la délinquance, il y a l'insécurité due à des factieux d'extrême gauche, un peu partout. Et donc, pour revenir au sujet principal, qui est l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, et cette agitation de la peur de, éventuellement, l'agitation dans les rues, mais de la part de qui ? Vous voyez peut-être des socialistes prendre des maillets, non, je ne pense pas. Non, c'est toujours les mêmes. Ce sont des extrémistes de gauche, des gens dangereux, et qu'il faut mettre évidemment hors d'état de nuire, puisque si nous arrivons au pouvoir, ça veut dire que la démocratie aura parlé, que le peuple se sera exprimé, et qu'il aura voulu majoritairement que le Rassemblement national arrive au pouvoir. C'est la démocratie. C'est un principe de notre République. Donc il va falloir faire respecter la démocratie plutôt qu'être indulgent avec des factieux qui ne représentent absolument personne. On lit sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas paroles d'évangile évidemment, mais parfois des charges très violentes vis-à-vis du Rassemblement national en disant voilà, si demain le RN arrive au pouvoir, il n'y aura plus de démocratie, on va bâillonner les médias, on va c'est le cas, je crois. Je crois que des petits hommes gris sous Emmanuel Macron ont déjà supprimé une chaîne de télévision. Voilà, vous faites référence à C8 qui s'est arrêté vendredi à minuit. Un silence un peu assourdissant de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron. C'est la première fois en Europe que ça arrive. On n'est pas en URSS, on est en France. Ouais. Alors justement, il y a cette peur, il y a deux sociétés qui s'affrontent finalement, la société plutôt à gauche et celle plutôt conservatrice, représentée à l'extrême droite, c'est le terme souvent employé donc au Rassemblement national. Justement, ces deux sociétés qui se regardent, qui ne se comprennent pas, qui sont visiblement irréconciliables, et on entend quand même dans les rangs de la gauche cette crainte de dire voilà, si demain le RN arrive, il y aura une perte de liberté aujourd'hui, même pire, on peut lire
dans certains commentaires, et c'était le cas ce matin sur X, de personnes qui disent oui, Hitler est arrivé au pouvoir de façon démocratique. Est-ce que quelque chose vous avez envie de leur répondre à ces gens qui écrivent ça? Que voulez-vous répondre à la bêtise? Je ne sais même pas, en réalité. Qu'avons-nous d'extrémistes? C'est du bon sens. C'est peut-être eux qui sont extrêmement bêtes, en réalité. On peut prendre un exemple à gauche, comme on disait, vous disiez, cette partie de gauche qui n'arrive pas à comprendre, en réalité, la montée du Rassemblement national et en réalité la défense tout simplement des intérêts des Français. Est-ce que certains maires en Bretagne de gauche arrivent à comprendre pourquoi ceux qui les ont élus à la tête de la mairie votent en réalité majoritairement aujourd'hui pour le Rassemblement national? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre qu'ils ont échoué sur l'agriculture, qu'ils ont échoué sur l'économie, qu'ils ont échoué sur la diplomatie, qui font en sorte qu'aujourd'hui l'industrie agroalimentaire bretonne est aussi dans la panade? Est-ce qu'ils comprennent tout ça? Est-ce qu'ils se remettent en question? En réalité, leur incompréhension est le résultat de leur non-remise en question. Parce qu'ils ont échoué sur tout. Avec aujourd'hui aussi des recompositions à l'échelle régionale. On a vu la nomination de nouveaux vice-présidents par le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. Est-ce qu'on prépare déjà la suite? Est-ce qu'on prépare en un mot déjà les élections futures? Alors là, il va falloir attendre un petit peu, ce sera 2028 pour les régionales. Mais est-ce qu'il y a déjà des grandes manœuvres qui sont en cours de votre point de vue? On voit en réalité aussi une petite différence. C'est-à-dire que M. Chenet-Girard a fait entrer au sein de la présidence des écologistes. Ce que je pense et ce que ne voulait pas M. Le Drian. C'était sa position. Il a fait entrer des écologistes au sein de la présidence de la région Bretagne. Ces écologistes qui haïssent les agriculteurs, ces écologistes ZFE, ces écologistes éoliennes, ces écologistes anti-nucléaires, ces écolos bobos, trottinettes dans les villes. En réalité, il fait entrer le pire de ce qui peut exister aujourd'hui dans la politique, parce qu'il ne représente absolument rien d'écologique. Le Rassemblement national est bien plus écologique sur ses propositions avec le patriotisme économique, produire local, consommer local, retraiter local, que ces personnes qui défendent des éoliennes en mer dans la baie de Saint-Brieuc, qui ont permis de raser une 60aine d'espèces pendant la construction, de modifier tout l'écosystème pour en réalité faire payer aux Français 3 fois plus cher l'électricité. Et on l'a vu ces dernières semaines avec une problématique criante sur le manque de constance en réalité et de prévision de ces énergies alternatives sur le circuit électrique et le réseau électrique français, qui fait accélérer, ralentir nos centrales nucléaires, qui les abîme encore plus vite et qui provoque aussi quelque chose d'assez pénible et dangereux dans ce domaine. Donc en réalité, ces gens, à chaque fois qu'ils touchent à quelque chose, ils le dégradent et ils l'abîment. Un dernier mot, il nous reste à peine 1 minute. Je voulais vous entendre sur les prochaines élections municipales. J'imagine que le Rassemblement national est déjà en ordre de marche. La campagne a commencé déjà ? La campagne, quand on est investi et qu'on a des convictions, la campagne est permanente. Voilà, donc effectivement, il y aura des listes Rassemblement national dans les Côtes d'Armor, au municipal. Il y aura aussi des listes municipales qui n'auront pas forcément d'étiquette, mais qui seront de nos convictions pour défendre l'intérêt des habitants de ce département, de ce beau département. On en reparlera évidemment des municipales, c'est encore un petit peu loin, mais finalement pas si loin que ça. Antoine Kiefer était avec nous, responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan. Merci infiniment d'avoir été en direct au micro de Bretagne 5 Matin pour commenter l'actualité politique. Elle est riche en ce moment. Très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.